Aujourd'hui, je te partage mon avis sur les actifs financiers les plus populaires chez les particuliers. Tu vas voir, je vais pas forcément me faire que des amis. C'est une vidéo un peu plus chill. On se retrouve directement sur mon écran pour que je puisse te partager tout ça. Le premier actif, il est assez connu des particuliers. Je vois qu'il y en a beaucoup qui investissent dessus. C'est les SCPI. Il faut savoir que j'en possède pas forcément dans mon patrimoine actuellement. C'est un bon actif, je trouve, pour la majorité des gens. Je vais peut-être le classer dans pas indispensable mais intéressant. Pourquoi? Parce que j'estime que l'immobilier physique sera toujours mieux dans ma stratégie et dans ma façon de voir l'investissement. Par contre, ça reste une très bonne chose à mettre en place. Pourquoi? Parce que non seulement tu investis dans l'immobilier sans devoir acheter le bien physique, tu as beaucoup d'avantages. Tu n'as pas les travaux, tu n'as pas la recherche, tu n'as pas également à te soucier si ton locataire va payer ou non. C'est un revenu 100% passif par rapport à l'immobilier physique qui, lui, est un revenu plutôt semi-passif, j'ai envie de dire. Il faut trouver l'appartement, il faut l'acheter, il faut faire les travaux, il faut régler des choses. C'est beaucoup plus complexe. Et en plus de ça, je crois, dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble que dans la SCPI, on peut en fait faire un crédit pour investir dessus. Alors à se renseigner si c'est intéressant ou non de le faire, surtout avec les taux actuels, mais je sais qu'il y en a certains qui passaient par ça pour créer un patrimoine à long terme. Même si je conseille plutôt de faire le crédit pour l'immobilier physique, il me semble que c'est possible également. Donc je classerai cet actif dans pas indispensable, mais intéressant, parce que selon moi, si tu ne l'as pas, c'est pas très grave, mais si tu peux l'ajouter, ça peut être intéressant pour diversifier son patrimoine. Deuxième actif, la bourse, notamment les actions. Ici, tu t'en doutes, je crois qu'il n'y a pas trop de secrets, on va pas devoir y rester très longtemps, c'est absolument à voir. Pourquoi? Simplement déjà, c'est accessible pour tout le monde. Il faut savoir qu'il y a 50 ans, la bourse était inaccessible à la majorité de la population. En plus de cela, il faut savoir que même si tu n'as que 10 ou 100 euros, tu peux investir dessus. Pourquoi s'en priver? Et en plus de ça, tu as plein de stratégies à mettre en place. Tu es plutôt une personne qui aime la 100% passivité, eh bien tu prends des ETF, tu aimes un peu tout ce qui est finance, bilan financier, tu commences à prendre du stock picking pour pouvoir un petit peu plonger là-dedans et choisir tes propres actions. Honnêtement, la bourse, elle est personnalisable, accessible à tous, donc autant en profiter et surtout très pratique à long terme. Troisième actif qui va être Brix, mais je ne prends pas en compte la plateforme, je parle plutôt en fait de l'immobilier papier, non pas sur SCPI, mais plus sous forme de fraction, enfin un peu le schéma du coup de Brix ou de ma petite brique, quelque chose comme ça. Eh bien là-dessus, je vais être un petit peu catégorique, je vais mettre peu recommandable. Pourquoi? Parce que selon moi, si j'investis dans l'immobilier papier, ça va être surtout en SCPI, mais pas sur Brix. J'estime que les personnes, honnêtement, qui veulent investir dans l'immobilier à partir de 10 euros, c'est des personnes qui n'osent pas vraiment se lancer dans l'immobilier physique. En fait, les trois quarts des gens qui ont Brix n'ont pas d'immobilier physique et ont peur en fait de se lancer et préfèrent aller vers une solution de facilité. C'est un peu comme ça que je vois la chose. J'ai testé, j'ai acheté une Brix pour voir, mais honnêtement, c'est pas vraiment ce que je recommande. Si tu veux mettre ton argent sur Brix, pour moi, autant le mettre en bourse, tu auras quasiment le même rendement sur des sociétés bien plus solides. On va pas se mentir, tu prends un risque quand tu places sur ces plateformes. Tu as beaucoup plus de chances qu'une petite société comme ça fasse faillite, fasse défaut, voire même fasse des arnaques. Je dis pas que c'est le cas, attention, mais ça peut arriver. Et donc, selon moi, je préfère largement me concentrer sur la bourse plutôt que de partir dans tous les sens. C'est une erreur que j'ai faite d'ailleurs par le passé, c'est de partir dans tous les actifs possibles au lieu de me concentrer, et l'erreur que vous faites peut-être encore actuellement. Donc je te recommande vivement, pas forcément de passer sur ces plateformes-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le. Si tu veux diversifier, fais-le, je t'empêche pas non plus. Mais honnêtement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant la SCPI ou l'immobilier physique. Ensuite, on va passer à quelque chose de très polémique, les NFT. Donc il faut savoir qu'on en parle de moins en moins. Forcément, la hype, entre guillemets, est passée. En tout cas, la hype spéculative. Il y a toujours des cas d'usage qui vont arriver. Évidemment, je crois fortement en la technologie. Mais pour moi, ça sera absolument jamais. Et oui, selon moi, en fait, un NFT, c'est juste un cas d'usage. C'est un petit peu différent de la crypto-monnaie où là, on peut spéculer dessus, c'est un peu comme l'or. Mais pour moi, les NFT, 99% de ça doit être du cas d'usage, c'est-à-dire faire de l'authentification, également faciliter certaines choses, faciliter les contrats, certifier certaines choses. Donc pour moi, les NFT de manière spéculative, ça sert strictement à rien, hormis si on le voit un peu comme un aspect de l'art qu'on peut faire, ça je ne cache pas la chose. Mais pour moi, pas de la manière dont on a eu pendant la hype en fait. Pourquoi? Parce que trop de personnes se sont mis à acheter énormément de choses. Je crois que Justin Bieber a sorti ça récemment. Il a acheté son NFT, du coup, 1 200 000 euros, je crois. Et maintenant, il a perdu 95% de sa valeur en ne valant plus que 56 000 euros, si je dis pas de bêtises. Donc, honnêtement, il y a eu énormément de hype, beaucoup de bullshit en termes de projet.
quelques projets intéressants qui existent encore aujourd'hui. Mais pour moi, honnêtement, c'est surtout du cas d'usage et rarement de la spéculation, hormis si on prend le côté artistique, mais ce qui n'était absolument pas le cas lors de la hype. Ensuite, on va parler sur un sujet à peu près similaire, mais quand même différent, les crypto-monnaies. Pour moi, ça va vraiment dépendre. Si on parle de crypto-monnaie qui sort du top 100 et de shitcoin, je vais mettre jamais. Si on parle de crypto-monnaie parce que tu es un fan absolu et c'est vraiment ton actif, je vais mettre à absolument avoir. Par contre, dans mon cas à moi, personnellement, je vais mettre pas indispensable, mais intéressant. C'est-à-dire que si tu investis sur Bitcoin, Ethereum, c'est excellent et tu peux même te limiter à ça. Tu suivras quasiment tout le cours de toutes les crypto-monnaies puisque c'est les deux plus grosses en fait, avec les plus grosses capitalisations. Par contre, selon moi, c'est pas indispensable, c'est pas l'actif qui va vraiment révolutionner ton patrimoine. Et surtout, il y a beaucoup de monde qui se font avoir. Pour la majorité d'entre vous, je recommanderais même peu recommandable. Pourquoi? Parce que ça va jouer énormément sur vos émotions, votre capacité à manager les risques et surtout le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater le train en français. Et le gros problème, c'est que lors des bull runs, tout le monde va en acheter, même la boulangère du coin. Et quand d'un coup tout baisse, personne n'en veut, même pas les investisseurs un peu plus chevronnés. Donc j'ai un gros problème avec cet actif-là pour les particuliers qui ne sont pas assez formés sur des actifs moins volatiles. Déjà, si tu ne sais pas tenir en bourse, n'espère pas savoir tenir en crypto-monnaie. C'est beaucoup plus compliqué, il y a beaucoup plus de scandales et d'arnaques. Et le gros problème, c'est que si tu n'es pas formé là-dessus, et c'est la même chose sur tout autre actif, mais notamment crypto-monnaie, tu as beaucoup plus de chances de te faire arnaquer, beaucoup plus de chances en fait de perdre de l'argent, de laisser place à tes émotions. Je te le déconseille fortement. Ensuite, on va passer à un actif qui est là depuis la préhistoire quasiment, qui est l'or. Pour moi, c'est un actif que j'aime beaucoup, mais je considérerais un peu comme la SCPI et les crypto-monnaies que ce n'est pas indispensable. Pourtant, ça fait partie de mes actifs de cœur entre la bourse, immobilier, crypto-monnaie et or. Mais je vais le classer là tout simplement parce que j'estime en fait que ça doit venir dans une certaine partie de ta vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, si tu as 20, 30 ans, avoir de l'or, c'est peut-être pas hyper intéressant ou alors en petite quantité. Ça sert à rien d'avoir 15, 20, 30% de son patrimoine en or. Par contre, si aujourd'hui tu as peut-être 45, 50 ans, 60 ans et que tu as peut-être 500 000, 1 million, 2 millions, voire plus en capital, avoir de l'or, ça peut être extrêmement intéressant. Et là, ça pourrait basculer dans à absolument avoir. Pourquoi? Parce qu'il va jouer son rôle de réserve de valeur et aussi de combattre l'inflation, combattre les crises, etc. Et donc éviter une perte massive si d'un coup on se retrouve en crise ou en récession comme on a eu lors de la pandémie de 2020 par exemple. Donc pour moi, l'or à mon stade actuel, et ça je le répète, c'est un classement que je fais par rapport à mes préférences et aussi mon niveau d'avancement actuellement. Peut-être que dans 10 ans, ça sera totalement différent. Mais pour moi, ça reste pas indispensable, mais intéressant parce que selon moi, je préfère actuellement me concentrer sur l'immobilier et la bourse. Donc pour moi, ça restera dans pas indispensable parce que ça arrivera dans mon patrimoine, mais plus à terme, on va dire. Ensuite, le livret A, tu peux rentrer aussi le LEP, tout ce qui est les livrets en banque. Je vais le mettre dans jamais. Et non, je rigole, ça va être dans absolument avoir. Et là, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit, Maxime? Tout le monde dit qu'il faut ne pas mettre son argent en livret A, que c'est vraiment l'un des pires placements au monde. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf que le gros problème, c'est qu'il faut faire une différence entre mettre de l'argent dans son livret A pour de l'épargne de sécurité et laisser de l'argent en surplus dormir alors qu'on a largement de quoi voir venir. Et là, je parle plutôt en fait de l'épargne de sécurité. Avoir un livret A, c'est indispensable parce que tu ne vas pas mettre cette épargne de sécurité-là en bourse, en crypto-monnaie, sur des NFT encore moins, ou en or, etc. Donc pour moi, avoir quelque chose de très liquide, de extrêmement sûr, en tout cas le plus sûr possible, et surtout qui me permet d'avoir l'argent très rapidement, il n'y a rien de mieux que les livrets bancaires actuellement. Je ne te dis pas de les remplir, mais au moins d'avoir 3 à 6 mois de côté, c'est déjà très bien dessus. Et après, bascule 100% sur bourse ou autre actif, c'est à toi de voir. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo entière, même une formation, juste ici pour t'expliquer comment en fait construire une épargne de sécurité qui résiste à l'inflation. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Ensuite, il faut prendre en compte les startups, évidemment, ça reste un autre investissement. Pas beaucoup de monde le font, mais donc pour moi, ça partira dans la catégorie niveau expert. Je te conseille vraiment pas de commencer par les startups. Honnêtement, ça arrive quand tu atteins un certain niveau d'investissement, que tu as déjà toutes les bases, immobilier, or, bourse, crypto-monnaie, et que tu as envie de te diversifier un petit peu avec des startups parce que tu veux ajouter du dynamisme. Il faut savoir que les personnes qui investissent en startup, ils gagnent non pas parce que la majorité des startups réussissent,
mais parce que la majorité perdent et une va exploser. Je crois que c'est à peu près ça le calcul, c'est que sur 10 startups, en moyenne, il y en a 9 qui vont perdre et qui vont même plus exister. Par contre, il y en a une qui va exploser et qui va leur faire gagner en fait toutes les pertes qu'ils ont eues sur les 9 autres startups. Donc honnêtement, ça reste intéressant si tu veux vraiment diversifier, toucher à encore un autre domaine et une autre sphère de l'investissement. Mais ça, c'est vraiment quand tu as atteint un certain niveau en patrimoine, un certain niveau de connaissances en investissement et que tu as déjà toutes les bases qui sont posées. Ensuite, l'immobilier, ça tu t'en doutes avec ce que j'ai dit un peu dans cette vidéo, ça va partir directement dans à absolument avoir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as juste besoin d'un CDI ou d'une boîte assez stable, avoir un peu de côté au cas où que la banque te demande un apport et tu peux investir dessus. Concrètement, tu as un effet de levier qui est ultra puissant que les riches utilisent depuis la nuit des temps, qui est disponible maintenant, c'est le crédit immobilier. Tu peux très bien emprunter, le locataire rembourse et en plus de ça, tu vas même peut-être dégager un cash flow pour avoir un bien qui s'autofinance. Donc honnêtement, pourquoi cracher dans la soupe? C'est accessible à tous, il faut juste, comme je disais avec Brix ou les autres plateformes similaires, il faut juste ne pas avoir peur de se lancer. Et ça, c'est le plus gros défaut, je pense, selon moi, notamment en France, c'est que la majorité des gens ne se lanceront pas parce qu'ils auront peur de ne pas réussir. Pourtant, honnêtement, c'est vraiment un actif excellent et je compte le mettre en place très bientôt. D'ailleurs, je te partagerai l'aventure certainement sur YouTube, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu veux la découvrir. Ensuite, on va passer sur un autre investissement intéressant, c'est les montres. On peut aussi classer un petit peu le vin, l'art, les voitures de collection là-dedans. Je mettrai ça un peu comme les startups, c'est-à-dire niveau expert. Pourquoi? C'est pas indispensable. Petite exception, imaginons tu es un grand fan de montres et tu veux les acheter pour protéger ton patrimoine mais pas les revendre et parce que tu as envie de posséder la pièce. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Par contre, si tu veux investir dans les montres et que tu n'as pas mis en place d'épargne de sécurité ou que tu n'as pas d'immobilier, pas de bourse, je te le déconseille. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est pas vraiment intéressant de commencer par cela. C'est là où tu te fais un peu plaisir et en même temps que tu investis. Mais on va pas se mentir, quand tu achètes des montres de manière générale, le mieux c'est quand même de les porter. Et c'est aussi pour un petit peu te déculpabiliser, on va dire, de faire un gros achat, parce que tu sais très bien que la montre va garder en valeur et même va pouvoir prendre de la valeur avec le temps si tu choisis bien tes montres. Par contre, tu prends le risque de l'abîmer en la portant et donc de la dévaluer. À toi de voir honnêtement si ça peut être intéressant. Si tu es au bon stade pour cet actif-là, mais mets d'abord en place les bases. Si je devais te faire une pyramide de l'investissement, le premier étage serait le livret avec l'épargne de sécurité. Le deuxième, les actifs un peu plus classiques, actions, immobilier, et enfin, on peut rajouter l'or également, et enfin, tout ce qui va être crypto-monnaie, NFT, par exemple, montres, start-up, etc. Donc honnêtement, c'est à toi de voir, même si je mettrais les start-up et les investissements un peu plus exotiques sur le dernier étage, au-dessus des crypto-monnaies, des NFT, la SCPI, etc. Ensuite, on va finir par Mintos, ou toutes les sociétés de peer-to-peer. Pour moi, honnêtement, j'hésite entre peu recommandable et jamais, mais je mettrai peut-être dans peu recommandable parce que ça reste intéressant. Il faut savoir que j'ai moi-même essayé une société de prêt de peer-to-peer. Je me suis fait déjà arnaquer par cette société. Je vous ai déjà raconté, j'ai perdu quelques centaines d'euros, donc c'est pas très grave et ça m'a un peu formé. Mais je trouve ça un peu inutile à la même image que Brix et toutes ces plateformes-là. C'est que pour avoir du 10%, autant directement partir en fait en bourse et pas se prendre la tête et ne pas risquer de soit ne pas avoir ton prêt remboursé parce que eh bien, tu as un particulier derrière qui habite en Pologne ou dans le pays de l'Est, ou que la société elle-même fasse faillite parce que c'est pas non plus un Apple, c'est pas un Realty Income ou un Pfizer. Ensuite, également que derrière la société t'arnaque tout simplement comme ça a été le cas. Pour mon cas, c'était pas Mintos, c'était une autre société, je l'ai déjà raconté. Mais voilà, honnêtement, pour moi, société de prêt peer-to-peer, ça sert strictement à rien. En plus de cela, tu prends le risque, vu que tu prêtes en général dans une autre devise, que cette devise-là s'écroule ou que la personne ne rembourse pas ou que si elle ne rembourse pas, eh bien, la plateforme, elle, ne respecte pas ses engagements de garantie, ce qui a été le cas sur une des grandes sociétés, si je ne dis pas de bêtises. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu en sais plus. Mais voilà, honnêtement, on se retrouve avec un classement final. Pour moi, les absolument à avoir, c'est bourse, livret, immobilier. Si tu veux te faire un peu plaisir, crypto-monnaie, or et SCPI. Ensuite, évite tout ce qui est Brix, peer-to-peer. Les NFT, j'en parle même pas, je vais pas le faire du tout. Et par contre, quand j'aurai atteint un certain niveau, je pense peut-être m'orienter vers les montres. C'est quelque chose qui m'intéresserait effectivement de mon côté.
Le vin, peut-être aussi, c'est intéressant. Les startups, je pense pas. C'est pas un monde qui m'intéresserait. Ou alors plutôt en consulting. C'est-à-dire que si j'investis dans la startup, j'ai envie de la gérer, de la faire développer aussi. Mais pas juste, t'arrives, tu mets de l'argent, t'attends que ça fructifie. C'est pas mon style d'investissement si ça serait dans des startups en tout cas. Parce que sinon, je le fais en bourse et j'attends juste passivement. Alors que les startups, ça serait plus pour avoir la main à la pâte, développer un autre business. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus chill t'aura plu. D'ailleurs, si tu veux découvrir le patrimoine d'un abonné qui a plus de 80% de taux d'épargne il y a 23 ans et 139 000 € au total, c'est juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.